deuxième partie, nous avons la chance de recevoir en vedette américaine mademoiselle Chloé Cholet, qui nous vient de l'Ouest, c'est ça? Mais qui était récemment encore étudiante à l'Université de Strasbourg en archéologie et avec une spécialité naissante, puisque vous étiez en licence à l'époque, une spécialité qui elle se dirigeait donc vers le Cambodge classique. Et puis, elle s'est dirigée ensuite vers Paris, l'école pratique des hautes études où elle étudie actuellement au niveau master, sous la direction du professeur Arlo Griffiths, et s'occupe, à la différence de Marine précédemment, elle s'occupe plus d'épigraphie et d'archéologie, et plus spécifiquement d'épigraphie, si j'ai bien compris. Alors, comment dirais-je, Chloé Cholet, vous faites partie d'un laboratoire, pas encore, non? Donc, dans ce cadre, je vous laisse la parole. Chaque fois que vous intervenez, vous appuyez sur le bouton rouge que ça s'enregistre. Et voilà. C'est bon, allez-y. Ok. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle donc Chloé Cholet, comme Monsieur Leroux vient de le mentionner. Je suis également étudiante de Monsieur Griffiths. Je viens vous parler épigraphie, mais plutôt sur le Cambodge, puisque c'est le pays sur lequel je travaille. Mon mémoire porte sur un temple shibite du Xe siècle, qui n'a pas encore à ce jour été vraiment étudié et dont l'épigraphie est très utile pour mieux comprendre le site. Mais ce temple, je vous en parlerai plus dans un second temps. On va aborder son corpus épigraphique. Mon objectif avec cette présentation va être de vous exposer, je l'espère le plus clairement possible, les avantages de l'épigraphie, ce qu'elles peuvent nous apporter pour la compréhension d'une société passée, sur plusieurs aspects. Ça peut être politique, religieux ou social, dans le quotidien. Ce sont des sources qui ont été malheureusement très souvent dénigrées, parce que considérées comme fragmentaires, parce que considérées comme répétitives. En effet, on a un corpus pour le Cambodge qui s'élève à 1500 inscriptions. Et 1500 inscriptions, c'est bien, mais comparé par exemple au pourtour méditerranéen, ce n'est pas grand-chose. Et ça a été négligé au profit d'autres disciplines comme l'archéologie ou l'architecture, l'histoire de l'art. Pourtant, l'épigraphie, ça reste une mine d'informations, une discipline qui reste largement inexplorée, et pour comprendre une société qui les a produites. Je vais d'abord commencer avec une rapide introduction historique pour vous situer un peu la période dont je vais parler. Ensuite, on va parler des acteurs de l'épigraphie en tant que discipline, donc les débuts sur le Cambodge. Ensuite, on parlera des caractéristiques des inscriptions retrouvées donc, pour l'ancien royaume Khmer. Dans un second temps, on parlera plutôt des données livrées par les inscriptions, donc une légende, et puis des témoignages, vie politique, vie religieuse et vie un peu quotidienne ou sociale, donc dans les autres informations. Et enfin, on fera un petit peu une étude de cas avec le site du Prasat Pranet Pra, donc c'est le site que j'étudie pour mon mémoire. Et on va voir dans quelle mesure ça peut nous éclairer sur la vie d'un site, en fait, la vie d'un temple. Donc on va commencer. Introduction historique. Donc le Cambodge est généralement divisé en 3 grandes parties historiques. On a d'abord la période pré-angkorienne, donc des origines du début jusqu'à 802 de notre ère. On a ensuite la période angkorienne de 802 à 1431. Et ensuite on a la période post-angkorienne, donc à partir de 1431 jusqu'à nos jours. Pour ce qui est de la période pré-angkorienne, c'est une période qui est très complexe, donc je vais simplifier au maximum. En fait, on commence à avoir vraiment des informations sur le pays au début de notre ère, parce qu'on a des données archéologiques qui commencent à apparaître vraiment, qui se multiplient en tout cas. On a aussi des annales chinoises, donc c'est des voyageurs chinois qui viennent dans le pays et qui mettent à l'écrit ce qu'ils voient. Donc c'est très intéressant, c'est presque des ethnologues en devenir. Et on a aussi du coup une entité politique qui apparaît dans ces sources chinoises, donc c'est le Funan, donc, qui est dit apparaître autour du 1er siècle de notre ère, et ensuite vers 550 de notre ère. Donc, on voit bien que là, le Funan, en fait, c'est une entité politique dont le centre du royaume se situe plutôt sur le littoral vietnamien, cambodgien.
Et vers 550, du coup, les sources commencent à parler plutôt d'une autre entité politique pour désigner cette partie du monde, c'est le Chenla, donc qui se déplace, comme vous voyez sur la carte, plutôt à l'intérieur des terres. Et entre-temps, donc, on sait qu'il y a eu l'indénisation dont M. Griffiths et Mme Schottel vous ont parlé tout à l'heure. Donc l'indénisation, la sanskritisation, etc. Et on a des inscriptions épigraphiques du coup qui apparaissent, la toute première, je crois, c'est fin du IVe siècle, et se multiplieront de façon significative à partir du VIe siècle. En 802, c'est donc le début de la période angkorienne, car c'est la date du sacre de Jayavarman II, et on considère que du coup, à partir de son règne, c'est l'apogée un peu du royaume khmer. On a beaucoup de capitales qui se créent autour de la zone d'Angkor, donc je vous ai situé sur la carte. Et on voit par exemple sur la seconde carte à quel point l'empire était étendu donc au XIIIe siècle. Et on considère du coup la fin du royaume est en 1431 parce qu'il y a eu, c'était une période un peu politiquement difficile avec de nombreux assauts de pays voisins, notamment des Siamois. Et il se trouve qu'en 1431, il y a eu un assaut de Siamois encore et la population qui y vivait a dû se déplacer plus vers le sud. Et on considère donc que c'est la fin de la période angkorienne. Vient ensuite la période post-angkorienne, donc qui jusque nos jours. Ici, vous avez deux exemples de monuments, complexes architecturaux assez connus. Donc Sambor Pleiku, c'est la première capitale vraiment identifiée, donc qui est datée du 7e siècle et qui est donc la capitale du Chenla, donc qui a été construit, donc là, comme vous voyez. Angkor Wat, juste pour vous situer ce monument, qui était construit première moitié du XIIe siècle. Et le temple que j'étudie se situe ici, donc au Xe siècle. En tant que discipline, donc l'épigraphie du Cambodge, ça a vraiment commencé à la fin du XIXe siècle, sous l'égide de plusieurs chercheurs, de Hendrik Kern à Louis Finot. Et ils ont contribué tous à leur niveau à l'étude de ces inscriptions. Et je vais m'arrêter plus spécifiquement sur Georges Cédès. Donc on a mentionné rapidement le nom tout à l'heure. Donc il fut membre de l'école française d'Extrême-Orient de 1911 à 1929 et en fut directeur de 1929 à 1937. Ce monsieur a passé une grande partie de sa vie à publier les inscriptions du Cambodge. Il les a compilées en 8 volumes qui s'appellent Inscriptions du Cambodge. Et ces 8 volumes, on les utilise encore de nos jours, bien qu'ils puissent être, les inscriptions éditées puissent être modifiées à la lumière de nouvelles connaissances. Le 8e volume est une sorte de catalogue qui récapitule donc tout ce qui a été publié dans les 7 précédents. Et on voit la numérotation qu'il a adoptée pour les inscriptions. Donc, par exemple, c'est donc, le numéro K pour Khmer et ensuite K53, 54. Donc, pour se référer à des inscriptions, on va encore utiliser ces numéros-là. Donc, et ce corpus est enrichi de nos jours. Il y a eu plusieurs... donc, il y a eu une étudiante que Georges Cédès a eue, c'est Madame Saveros-Pou, la seule qu'il ait eue. Il y a un monsieur aussi qui s'appelle Claude Jacques qui a contribué largement. Et depuis 2004, il y a un programme qui s'appelle Corpus des inscriptions Khmer, qui regroupe plusieurs chercheurs dont monsieur Griffiths fait partie. Et il s'attache à publier, rééditer en fait les inscriptions déjà publiées dans le passé et aussi à en publier des inédites qui ont été trouvées récemment. Donc, pour aborder les inscriptions, il faut absolument faire la différence entre langue et écriture. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en l'occurrence, pour les langues, en Asie du Sud-Est, il y a eu les premières inscriptions qui étaient en sanskrit. Donc, là, par exemple, la stèle de Vochen sur le littoral actuel vietnamien, fin du IVe siècle. Donc, c'est une stèle en sanskrit. Et dans un second temps, apparaîtront les inscriptions en vieux khmer, donc plutôt à partir du VIe siècle. Et elles vont se développer après. Et jusqu'au XVe siècle vont être utilisées conjointement avec le sanskrit. Donc le sanskrit, c'est une langue indo-européenne de la branche indo-aryenne, et le khmer est une langue de la famille austro-asiatique de la branche mon-khmer, donc il n'y a aucune, je dirais, similitude à la base. Et pour ce qui est de l'alphabet, en fait, ça va être un alphabet qui va être utilisé pour mettre à l'écrit ces deux langues.
Cet alphabet, c'est le Brahmi, qui vient de l'Inde. On retrouve dès le 3e siècle avant notre ère, avec les inscriptions donc, de l'empereur Ashoka. Donc vous avez un exemple d'un pilier inscrit donc, de la période d'Ashoka. Et très vite, cette écriture va se scinder en deux. On va avoir la Brahmi plutôt du nord de l'Inde et la Brahmi plutôt du sud de l'Inde. Et c'est précisément cette dernière qui va être retrouvée en Asie du Sud-Est. Donc là, je vous ai mis un exemple de Nagarjunakonda, Andhra Pradesh, donc avec la Brahmi plutôt du sud, et un exemple du Xe siècle, donc d'une inscription en sanskrit du Cambodge. Et en fait, on va se rendre compte que après être arrivé en Asie du Sud-Est, l'alphabet va se singulariser, elle va prendre des formes propres. Donc par exemple, vous avez ici, je sais pas si il y a ma souris. Donc là, c'est un sa. Et qu'on retrouve ici, un autre ça, et on voit qu'il y a une influence avec la forme, mais pourtant, en vieux khmer, on a ces petites spirales au-dessus, très caractéristiques, et là, c'est un ya, et qu'on retrouve ici aussi, donc un ya encore avec une spirale. Donc les inscriptions peuvent être à la fois en sanskrit, à la fois en vieux khmer, parfois ça peut être que sanskrit, parfois c'est que vieux khmer. Si les deux langues sont utilisées, généralement, le sanskrit est avant avec une partie donc en stance versifiée. Donc on voit la mise en pierre qui est différente par rapport à la partie vieux khmer qui est en prose, donc c'est plutôt des lignes continues. Et si je fais un zoom, on voit là très clairement qu'en fait l'alphabet est similaire. Pour autant, parfois, on distingue des petites variantes dans les inscriptions, donc la taille des lettres qui peut changer, on peut avoir aussi des lettres un petit peu différentes entre les deux langues. Donc à présent, quelles données peuvent nous livrer les inscriptions ? Donc, je voudrais juste commencer par dire que les inscriptions, à la base, c'est l'enregistrement d'un fait. Et elles n'ont pas, à la base, une vocation historique comme ont pu l'être les annales chinoises, par exemple. Donc en fait, c'est nous ensuite qui utilisons les inscriptions en sanskrit et en vieux khmer afin de pouvoir en dégager les aspects politiques, économiques, sociaux qui peuvent nous être utiles pour leur étude. Partant de cela, je vais vous présenter une légende que je trouve bien comme introduction pour expliquer notamment le nom Cambodge. En fait, Cambodge vient du terme sanskrit Kambodja, donc Kambu et la racine ja qui veut dire naître. Kambodja, ça veut dire né de Kambu ou descendant de Kambu. Donc les inscriptions nous renseignent. Alors la légende n'est jamais retrouvée entièrement dans une inscription, ce sont des petits passages par-ci par-là qu'on regroupe ensemble pour pouvoir la refaire. Donc les inscriptions nous renseignent sur le fait que Kambu était un ascète et qu'il était en union avec une apsara, donc une nymphe céleste. Je vous ai mis des exemples. Et qui s'appelle Mera. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mera n'est absolument pas connu des sources textuelles indiennes. Kambu, je crois qu'il est mentionné une ou deux fois, mais ce ne sont pas des personnages, en tout cas, qu'on retrouve aisément dans la littérature indienne. Pourtant, ce mythe semble clairement être inspiré d'une histoire indienne, donc avec Vishva, Mitra et Menaka, dans une pièce célèbre de théâtre de Kalidasa, Shakuntala. Qui mirent au monde le futur souverain héroïque des Indiens qui s'appelle Bharata. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici avec Kambu et Mera, c'est que de leur union naît les futurs souverains du Cambodge. Le choix de Kambu et de Mera est assez énigmatique. Il y a eu énormément d'hypothèses à ce sujet. Et en fait, certains chercheurs ont proposé d'y voir... En fait, le fait qu'ils souhaitaient donner une étymologie au terme Khmer, donc avec Kambu et Mera, si on mixe les deux, en fait, ça ferait Khmer. Donc bon, c'est une hypothèse parmi d'autres. Donc, nous allons aborder la vie politique. Donc, les inscriptions comme témoignage de la vie politique. Donc déjà, on peut voir que les rois se font héritiers du coup d'un passé de figures assez divines. Donc ils sont en quelque part associés au pouvoir divin. Au début des inscriptions sanskrites, on trouve des panégyriques ou alors en sanskrit prashasti, qui sont des stances élogieuses pour un souverain, mais ça peut être aussi un dignitaire haut placé, un religieux. En tout cas, ce sont des éloges pour cette personne. Ces éloges sont souvent enrichis de généalogie. Donc tout ça
Ça enseigne sur l'enchaînement des règnes, sur la date de l'accès au trône, et aussi de quelle figure mythique il se rattache. Donc c'est très souvent Kambu et Mera. J'ai mis un exemple ici que je vais lire. Donc il y eut un souverain des Kamboja qui avait placé son commandement sur la tête des rois, le roi Sri Indravarman, dont la valeur était proclamée dans les points cardinaux. L'éclat de son trône au lion, orné de joyaux, était doublé grâce aux rayons émis par les joyaux ornant la tête de la multitude des rois qui l'honoraient. Le fils de ce réceptacle de gloire fut le majestueux Sri Yashovarman qui obtint la fortune royale en Shaka 811, donc 811. Sous le règne de ce roi, dont les actions étaient conformes à la loi, le Klita Yuga, bien qu'il fût passé, était en quelque sorte présent par suite de la joie extrême des créatures. Donc ici, on voit très bien que le roi doit incarner un pouvoir militaire et judiciaire, donc il soumet tous les autres rois. On voit aussi un exemple, ça prouve, ça donne à voir notamment les qualités intrinsèques d'un roi, donc les qualités qu'un roi doit posséder pour régner. Donc on a la généalogie et notamment une date d'accession au trône, celle de Yashovarman, donc en 811 Shaka. Donc il faut rajouter 78 plus, donc c'est 89. 189. Et donc, voilà. Suite à ces panégyriques, on a généralement des shasana. Ce sont des ordonnances royales. Donc, elles peuvent être royales, mais aussi ça peut émaner, comme pareil, de hauts dignitaires également. Ces shasana peuvent prendre diverses formes. Ça peut être la mention de la construction d'un temple par le roi, ça peut être aussi une donation, la mention d'une donation, ça peut être une décision juridique, ça peut être une décision administrative, ça peut prendre beaucoup de formes. Généralement, le roi, lorsqu'il prend une décision, il va déléguer des tâches à des membres administratifs du royaume. Il y en a de toutes sortes qui sont mentionnés. Donc on va voir un exemple par exemple. Ici, on a le nommé chargea le nommé Pou d'enlever lui-même les bornes placées sur ces terres par ordre du roi. C'est en fait des terres qui avaient été données par une personne qui s'appelle Gavia, et cette personne est décédée. Donc voici ce que font des gens après sa mort. Donc ils viennent enlever les bornes qui délimitaient la terre. Le descendant de ce Gavia, auquel furent données les terres, Sahadeva, saisit par écrit le roi Jayavarman de tous les délits commis par ces gens. Cette action de Pou et consorts fit l'objet d'une enquête approfondie de la part des ministres, des conseillers à la cour du roi et fut reconnue comme étant manifestement délictueuse. Qu'on coupe les lèvres et qu'on coupe les mains au nommé et au nommé Pou en punition de leur faute, tel fut l'ordre du roi. Donc là, on voit très bien déjà l'impact du roi sur les décisions juridiques. Et on voit aussi donc un petit peu l'organisation administrative du royaume. Donc le roi est saisi par écrit et doit intervenir. Il y a normalement des envoyés, enfin il envoie des gens vérifier sur place les faits, etc., constater. Donc ça donne plusieurs informations de ce style. Et on voit bien que ceux qui enfreignent les décisions royales sont soumis à des punitions. Parfois il y a plus horrible que ça. Mais, voilà. Pour ce qui est de la vie religieuse, oui. Les inscriptions débutent généralement par des stances d'invocation. Donc ces stances d'invocation, elles peuvent être composées de la mention de une ou plusieurs divinités. Ces divinités peuvent être du panthéon brahmanique, donc ça peut être Shiva, Vishnu, Brahma, mais elles peuvent être aussi bouddhiques. Donc ça peut être par exemple la divinité tutélaire de celui qui a érigé l'inscription. Parfois on a les deux en même temps, on a des inscriptions à la fois qui mentionnent plutôt des éléments bouddhiques et brahmaniques en même temps, ce qui est intéressant. Ça montre notamment des conceptions religieuses du Cambodge ancien dans la façon dont les stances vont être agencées, par exemple les éléments qu'ils ont choisi d'écrire. Ça montre aussi les concepts philosophiques indiens. Donc ici un exemple, hommage à Shambhu, donc c'est un épithète de Shiva, qui possède l'attribut de la parole, qui est au-delà de la perception, qui remplit tout, qui a la forme de l'espace. Que la Shakti, fille de la montagne, donc l'Himalaya, épouse ardente et fidèle, unie étroitement à Shiva, contribue au bonheur des créatures. Ici, ce ne sont que deux stances, mais ça renvoie à une multitude de concepts philosophiques derrière, notamment le fait que Shiva, qui est le dieu qui crée le monde ou qui le détruit, lorsqu'il ne fait ni l'un ni l'autre,
on dit qu'il est dans une forme non manifeste, immuable. En fait, c'est l'absolu. Il est tout. Donc là, c'est bien ce qui est représenté dans la première stance, en tout cas. Lorsqu'il va créer le monde, par exemple, il va libérer des essences, et la première d'entre elles va être la Shakti, sa puissance. Et pareil, lorsqu'il va détruire le monde, tout va se résorber en lui, et la dernière à se résorber en lui, ça va être sa Shakti, sa puissance. Mais Shakti fait aussi référence à sa parette féminine terrestre, qui est Parvati, et qui est du coup la fille de la montagne, l'Himalaya. Donc voilà, on pourrait continuer à analyser, mais on voit bien les concepts philosophiques derrière. On a aussi beaucoup de listes de biens qui sont donnés à des divinités ou à des temples et qui permettent de préciser l'organisation et le fonctionnement cultuel, ses besoins ou les activités donc pour la religion dans le temple. On peut donc avoir des objets, ça peut être des denrées alimentaires, ça peut être des terrains, ou ça peut être même des personnes allouées au temple. Donc, par exemple, ici, on a coupe en forme de crâne, vase à eau, vase à boire, en or, en argent, vase orné, vase d'or, jarre, miroir, crachoir, tous les vénérables ustensiles pour le culte extérieur et intérieur, couverts de joyaux divers et d'ornements de prix, des villages abondamment peuplés en hommes et en femmes, pourvus de serviteurs pour le service extérieur et intérieur, charmants par leurs champs et leurs jardins, pourvus de bétail et d'esclaves, ont été, avec dévotion, donnés par Yajnavalkya et son frère cadet à ce Shiva propice. Donc, vraisemblablement, ce sont tous les dons que deux personnes ont donnés à un Shiva. Et en fait, c'est très intéressant aussi du point de vue archéologique. Pourquoi ? Parce que parfois, ça fait mention d'éléments qu'on ne retrouvera jamais en fouille. Donc, on sait du coup qu'il y a certains objets, par exemple, qui pouvaient être utilisés dans un contexte cultuel. Et parfois, ça aide aussi à analyser ce qu'on retrouve en fouille. Et je prends l'exemple des miroirs, qui est mentionné dans l'inscription qu'on vient de voir. Ici, trouvé à Vatpu. Donc, c'est un miroir à main. Et en fait, du coup, on peut voir que les miroirs servaient aussi dans le culte. On les retrouve aussi dans les bas-reliefs, généralement. Voilà, c'est bon. Parfois aussi dans les inscriptions, ça pourrait très bien mentionner des miroirs à pied, mais en tout cas, on n'en a pas encore de traces. Et aussi, donc comme la présentation que vous avez eue tout à l'heure sur les anachorètes, on en a aussi au Cambodge, donc qui qui viennent directement de religieux, donc c'est aussi intéressant. Et ici, c'est un monsieur qui s'appelle Chankapani, qui devait être un éminent religieux au sein de la secte Shivaite Pashupata, qui allait s'installer près de Battambang, et dont l'inscription est intéressante pour voir en fait ce qu'il observait. Donc, il buvait que du lait, c'est écrit ici. Il vous consume only milk. On voit aussi les enseignements qu'il prodiguait. Donc, il avait de bonnes connaissances dans tout ce qui est mathématiques et était aussi un enseignant de la grammaire. Et enfin, les raisons pour lesquelles il a décidé de venir s'installer dans un abri sous roche, donc parce qu'il souhaitait obtaining the end of suffering, donc en fait se délivrer du cercle incessant des renaissances. Et enfin, d'autres informations peuvent nous parvenir, donc ça peut être de l'ordre économique avec le prix des terrains, donc il n'y a pas de monnaie, c'est plutôt des objets ou d'autres choses qui sont données. De l'ordre géographique, avec la délimitation de territoire, on va avoir du coup des toponymes qui vont être mentionnés pour dire à l'ouest tel toponyme, à l'est tel toponyme, et du coup c'est très intéressant pour faire une espèce de géographie historique, etc. Les règlements d'institution, donc qui disent aux visiteurs ou aux dévots ce qu'ils peuvent faire ou non dans certains lieux, et on a aussi des témoignages d'étapes de la vie comme le mariage. Là, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est pour un prix de terre. Donc, bien au prix desquels furent acquises ces terres, un éléphant, un vat, un vaudi chamdon, c'est un espèce de plat avec un bec pour verser, un vaudi de terre, un crachoir, un plateau, 2 bols d'argent, un ligne d'or, etc., etc. Ça continue sur plusieurs stances. Donc, voilà. Nous allons voir à présent le corpus du Prasad Pelanetplea. Donc on va voir ce que ça peut nous apporter comme information sur un site où l'on ne connaît pas grand-chose. Donc avec la photo, vous pouvez constater qu'il ne reste plus grand-chose non plus du site. Donc l'épigraphie reste du coup une source majeure.
pour mon mémoire, je travaille sur ce temple qui est situé dans la province de Banté Manche. Prasad Preanetpra, Prasad ça veut dire temple, Preanetpra ça veut dire l'œil sacré du dieu. Il est qualifié dans ses sources épigraphiques de Shivapada, donc littéralement pied de Shiva. Et en fait, il y en a 2 autres au Cambodge qui sont qualifiés de Shivapada, le Tam Wan Tom et le Nyak Buos, qui sont plutôt vers la frontière thaïlandaise. Malheureusement, on ne sait pas vraiment le sous-entendu derrière le mot Shivapada, donc ce que c'était réellement pour ces temples et surtout les liens qu'ils pouvaient avoir ces 3 temples entre eux, en fait, on ne les connaît pas. Néanmoins, les 2 autres ont déjà fait l'objet de plusieurs études et le Prasad Preanetpra, pas du tout. Si ce n'est que j'ai 2 récits de voyageurs du siècle dernier qui ont fait 2 plans, mais je n'ai pas grand-chose. Donc ça, c'est une photographie qu'on a prise cet été avec un drone. Le temple, en fait, installé au sommet d'une colline. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une pagode récente qui s'est installée au sommet également, donc juste à côté de l'ancien temple. Donc ça, c'est une vue du temple actuel. Donc là, je l'ai prise l'année dernière à la photo. Et ils ont installé notamment ce magnifique cabanon par-dessus un élément architectural du temple, malheureusement. Une autre vue. Le site a livré donc 5 inscriptions. Il y en a qu'une qui reste aujourd'hui. En tout cas, les autres ne sont pas visibles. Et la dernière en date, qui a été découverte récemment, donc qui n'avait jamais encore fait l'objet de traduction, a été vraisemblablement volée. Donc malheureusement, j'ai que des photos pour m'aider à traduire, à comprendre l'inscription. Là, je vous ai fait un plan, donc on voit, là c'est un plan de 1911 par un des voyageurs français qui s'est rendu sur place. Donc on voit donc l'inscription K, donc vous vous souvenez c'est Khmer avec la numérotation de Georges Sédès, donc K215 qui est situé ici, K216-1 et K216-2 et K216-3. En fait, il a regroupé sous le même numéro 3 inscriptions différentes. Donc ici j'ai distingué avec 1, 2, 3 pour que ce soit plus clair. Et la dernière du coup qui a été trouvée récemment, on ne sait pas d'où elle vient sur le temple. Donc je vais commencer par la K215, donc qui est la seule encore en place, en tout cas qui est visible sur le site, qui est en fait en dessous du cabanon, caché par un tapis, et en fait la partie supérieure seulement est visible, le reste est sous la terre. Donc voici son estampage. L'inscription commence par un shloka sanskrit, donc une stance, et suivi de 13 lignes en vieux khmer. Donc voyons ce que dit le shloka. Avec la nommée Tenyan, son oncle maternel et son époux, le fils vertueux de Lon Pidvrao, c'est un personnage qu'on verra après, a donné à Shiva tous les moyens de subsistance en l'année du roi des Shakas, marquée par les 8 formes, les 7 montagnes et la forme donc 1. Donc ici déjà ce qui est intéressant c'est qu'on a une date. La date qui est donnée par un système qu'on appelle Bhutta Samkhya, c'est un système sanskrit qui permet avec des mots, donc c'est un système de numérotation par analogie quelque part, avec des mots, en fait on écrit des chiffres. Donc par exemple ici, les 8 formes renvoient aux 8 avatars de Vishnu. Donc c'est juste, il faut connaître bien sûr la littérature indienne. On voit notamment que ça nous livre une sorte de synopsis pour l'inscription qui va suivre. On a donc le nom des protagonistes et le récit qui va suivre, ça va être l'action bénéfique qu'ils ont apportée à Shiva. Donc je vais pas tout lire parce que ça va être très compliqué d'expliquer tous les termes, mais je vais vous faire un résumé. Donc en fait, on a tout d'abord un monsieur qui s'appelle Lonab de Vraitamban qui achète un 860 shaka. Donc 860 shaka, si on rajoute 78, mince, je l'ai pas écrit. Voilà, bref. 860 shaka, Lon Ab de Vraitamban acheta une terre à Lon Pidvrao pour faire un ashrama. Donc ce monsieur achète des terres dans le but de faire une fondation pieuse. En 871, Lon Ab de Vraitamban mourut et cet ashrama devenait désert. Alors il y a 4 personnes qui arrivent et qui souhaitent du coup refaire l'ashrama, donc le restaurer, et parce qu'ils n'ont pas de descendance, donc ils souhaitent faire une œuvre pieuse avant leur mort. Donc pour ce faire, ils restaurent l'ashrama donc en 871 shaka, et ensuite ils prennent
tous les villages, les rizières, les esclaves, et ils invitent le dieu à monter en haut. Donc sous-entendu sans doute en haut de la colline. Et ça fait référence notamment à quelque chose qu'on retrouve souvent dans les inscriptions. C'est un culte qui permet de faire venir une divinité dans son effigie, donc une statue qui est placée dans un sanctuaire. Ça doit sûrement faire référence à cela. On a des indications cultuelles ensuite avec les prestations donc, que doivent être données au temple ou au dieu par jour, toutes les fêtes ou au Nouvel An. Ici, ça doit être du riz. On a ensuite un monsieur donc, qui est nommé comme étant un Padamula, c'est une fonction très importante au sein d'un temple. Donc il est dit qu'il doit faire en sorte que tout ce qui vient d'être dit se perpétue. Donc accomplir les rites, perpétuer aussi les prestations, etc. Ce qui est intéressant dans cette inscription, c'est qu'on a plusieurs toponymes qui sont mentionnés. On a d'abord Vrai Tamban, qui est associé au nom de la personne. Vrai, ça veut dire la forêt. Tamban, c'est une espèce d'arbre qui a donné le nom moderne Khmer Tambun. Donc on a Vrai Tamban, on retrouve Tamban ici, avec pays de Tambanjdin. Jdin, ça veut dire la rivière. On a Gajapura et on a un district de Shanka qui assure la prestation de tout cela. C'est assez obscur cette dernière phrase. En tout cas, je me suis demandé si on pouvait pas retrouver ces toponymes dans d'autres inscriptions, ce qui permettrait de faire une carte, et c'est le cas. En fait, je l'ai retrouvé donc autour notamment du Netprea, comme vous le voyez. Ce qui est en rouge, c'est là où Tamban est cité dans l'inscription. Donc Tamban apparaît dans les inscriptions en rouge, il y en a aussi une ici. En vert, ce sont les toponymes donc où Gajapura apparaît. Et en bleu, ce qui est intéressant, c'est que c'est un temple qui s'appelle de nos jours encore Prasat Sanka et qui rappelle le district de Sanka ici. Et il se trouve qu'il se situe juste à côté du Netprea. Donc ça pourrait être très intéressant de voir en quelle mesure les deux temples étaient connectés. Et bien sûr, cette carte va évoluer parce que j'espère trouver de nouvelles occurrences de toponymes et pourra servir à voir du coup les liens du temple avec d'autres. Nous passons du coup à l'inscription K216-1. Elle est en fait située sur le même pied droit que la K216-2. Donc vous voyez, je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais vous voyez que l'écriture est vraiment sensiblement différente de l'une à l'autre. Donc ce qu'elle nous raconte, c'est que, donc là pareil, je vais résumer. Il y a un monsieur qui est dit Klonvala professeur qui demande l'intervention du roi Jaya Viravarman pour obtenir les biens d'une personne qui est décédée et qui occupait vraisemblablement une fonction importante dans le temple. Le roi envoie alors plusieurs officiers sur place pour faire les récollements des biens, qui consistent en des esclaves, des villages, des rizières et des saintes cellules. Le roi fait savoir que ces éléments doivent être en priorité remis à la famille de la personne décédée, et si et seulement si la personne décédée n'a pas de famille, dans ce cas-là, ça pourra revenir aux autorités du temple, donc notamment le Klonvala professeur. Donc là, on voit très bien la gestion de certains biens du temple qui semble être mouvante, et en l'occurrence ici, ça semble se transmettre par la famille. On voit l'importance du roi dans les décisions à prendre, qui rappelle bien que d'abord la famille a la priorité, et ensuite ça pourra être donc l'autre personne. Et ce qui m'a intéressé dans cette inscription, c'est aussi la mention de saintes cellules qui sont dites du Vra Shri Rajendrashama et du Vra Kamraten Ain Shankara. Rajendrashama, donc saintes cellules, ça peut renvoyer à des éléments architecturaux du temple qui peuvent être détachés du sanctuaire. Rajendrashama, ça donne à voir le fait que Rajendra Varman, c'était un roi, il a sans doute fondé ou fait une fondation pieuse sur ce site, donc un ashrama, un ermitage. Shankara, c'est un épithète de Shiva, et du coup, ça prouverait qu'il y a eu au moins une cellule qui soit shivaïte. Donc là, j'avais mis en couleur les éléments importants. Donc l'inscription K216-2, qui est juste en dessous, elle mentionne de nouveau une intervention royale, mais le roi n'est pas nommé cette fois. Donc elle est datée, donc 929 Shaka, c'est 1005 de notre ère. La précédente était de 1007. C'est ça.
1007 de notre ère. Donc ici, l'intervention d'un roi, parce qu'un professeur... non, pardon, excusez-moi. Donc l'intervention d'un roi, en tout cas, pour déclarer la fonction de 2 terres qui ont été achetées par 2 personnes, et il précise en fait que ces 2 terres appartiennent aux dieux de Jiripura. Donc c'est juste pour préciser vraiment le statut de ces terres-là. C'est sûrement Suryavarman Ier qui intervient dans cette inscription, donc qui était un roi au début du XIe siècle. Donc on voit de nouveau l'importance du roi dans les décisions. On voit ici, fait intéressant, qu'il y a un nouveau toponyme qui apparaît pour désigner les lieux, donc Jiripura. Et qu'il y a du coup 2 autres domaines aussi, donc c'est aussi des localités, donc 2 autres domaines qui sont dites domaine de Shankan et domaine de Vrakamstan Jarochar. Ce nom-là, c'est aussi le nom de la personne donc, qui a acheté les terres. Ça m'a intéressé dans la mesure où Jarochar, on retrouve dans une inscription juste à côté du Pranet Prea et justement au Prasad Sanka. Ce qui encourage donc le fait qu'il puisse y avoir eu des liens entre ces 2 temples. Donc cette inscription, c'est l'inscription K218, qui mentionne que le roi Suryavarman Ier a donné donc, au temple le domaine de Jarochar. Donc voilà, tout se regroupe. Et ça laisse aussi supposer le fait que la lecture de Shankan puisse être potentiellement erronée et qu'en fait ça serait plutôt Sanka qu'il faudrait lire, mais ça reste à vérifier. En tout cas, donc si on tentait une reconstitution, donc là c'est le Pranet Prea et du coup le pays de Jarochar se situerait entre Prasad Sanka et Pranet Prea. Donc ça c'est très intéressant pour reconstituer une géographie du royaume. Enfin, la K216-3, qui est datée, elle, de 1006 de notre ère, donc entre les 2 précédentes. Nous avons un magnifique exemple de panégyrique pour une femme qui était fleuriste au palais royal et qui s'appelait Madhyadesha et qui est dite aussi vivre dans la forêt avec un anachorète. Donc on revient à l'intervention d'avant. Elle a fait notamment de nombreux dons à Shaivapada Jiripura. On voit que c'est la première fois, du coup, dans les inscriptions que le terme Shaivapada apparaît, qui est associé donc au toponyme Jiripura qu'on a vu juste avant. On voit aussi qu'il y a beaucoup de références indiennes dans cette inscription. Donc, par exemple, on a Mathura, donc c'est une ville indienne. On a Yamuna, c'est un fleuve indien. On a Kunti, c'est un nom qui apparaît dans le Mahabharata. C'est une épopée indienne très importante. On a aussi donc, des mentions dans la littérature religieuse de sacrifice Brahma Yajna. On a beaucoup de conceptions philosophiques. Elle a peur de l'océan des transmigrations. C'est en fait le cycle des renaissances. Elle est comparée à Kambuja, donc qui peut vous rappeler quelque chose qu'on a vu avant avec la légende de Kambu et de Mera. Là, c'est mis au féminin. Et c'est la seule fois qu'on trouve ça dans les inscriptions. C'est la seule inscription où Kambuja est mis au féminin comme ceci. Donc ça pourrait potentiellement faire référence à une légende locale, mais c'est très énigmatique. Il y a ensuite tout un passage avec des listes de personnel alloué au temple. Donc je vous ai pas mis, c'était très long, mais en tout cas il y a un personnel qui est alloué au temple et donc chaque personne est nommée. Et ensuite on a des terrains qui sont dits être aussi nommés au dieu Shivapada. Donc on a des informations économiques, donc on voit pour combien les terres ont été achetées puis données. Et ensuite on a des informations cultuelles avec les fournitures qui doivent être fournies pour le sanctuaire et le nom des protagonistes, donc ceux qui vont assurer ces prestations. L'inscription K1354, c'est la petite dernière. Donc je n'ai que des photos pour m'aider à éditer et traduire cette inscription. Donc là, c'est 2014. Elle a été volée très récemment. Apparemment, elle se trouverait dans la région de Pursat chez quelqu'un. Voilà. Mais je n'ai pas plus d'informations.
Donc là, c'est la première face. Là, c'est la seconde, donc très endommagée. Et voilà, j'ai que ça. Donc ça donne aussi une traduction très endommagée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette inscription a été faite en 856 Shaka, et en fait, elle est antérieure à toutes les autres que je viens de mentionner. Donc ça donnerait des informations très précieuses pour la compréhension du site, mais malheureusement, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un ordre du roi Yashovarman et de son fils Harshavarman, au Xe siècle. Là, c'est très obscur, et on a la mention de Shivapada, qui serait du coup antérieure à tout ce que je viens de dire. Donc ça questionne vraiment l'activité du temple, qui peut être plus ancienne. Et en fait, j'espère pouvoir mieux comprendre cette inscription à l'avenir pour voir quel renseignement elle peut nous apporter sur le site et éclairer sur la question surtout du Shivapada et sur les personnalités qui y sont mentionnées. On voit qu'il y a plusieurs noms, mais en fait, c'est impossible de dire qui c'est précisément. Là, j'ai fait un petit récapitulatif donc pour voir quelles informations j'obtiens avec les inscriptions. Donc là, ce n'est pas exhaustif, mais on peut voir donc du coup avec l'inscription K215, en 938, il y a quelqu'un qui achète des terres, donc pour fonder un ashrama. En 949, la mort du fondateur, le temple est abandonné. Donc on se doute qu'en fait ça parle du temple de Preanetprea et que du coup il a été construit entre 938 et 949 de notre ère. Puis il y a une restauration en 949 par 4 personnes. On a la remise à jour des prestations du temple après avoir réinvité le dieu à venir. Et plusieurs toponymes désignent le lieu, donc on a le district de Shanka, Gajapura ou encore Tamvan, donc qui se conjugue soit une forêt de Tamvan, soit rivière de Tamvan, etc. En 1005 de notre ère, pour la K216-1, on a une décision royale sur la propriété de cellules sacrées et de terres d'une personne du temple qui est décédée. L'une des cellules sacrées semble être Shivait, et l'autre semble avoir été fondée par le roi Rajendravarman II, donc fin du Xe siècle. On a aussi des données juridiques. À la mort du propriétaire, ces biens doivent d'abord revenir à sa famille. Au cas 216-2, en 1007, on a de nouveau une intervention royale sur la nature ou la fonction de 2 terrains et qui ont potentiellement un lien avec le Plaza Tsanka, comme on l'a vu. Et on a un nouveau toponyme pour mentionner les alentours, c'est Jiripura. Ensuite, K216-3. C'est le panégyrique de la femme pieuse qui fut fleuriste au palais royal. Elle fait de nombreuses donations à Shivapada Jiripura, donc qui désigne du coup les lieux, cette fois. On a aussi des informations culturelles et économiques avec une liste de biens offerts. Et enfin, la dernière, K1354, c'est un ordre royal de Yashovarman Ier en 934 de notre ère, donc vraiment avant les autres. Et on a une première mention de Shivapada, donc impossible d'en dire plus malheureusement. Donc comme conclusion, donc je voulais dire que c'était un aperçu de l'intérêt des inscriptions pour la khmérologie. On a vu qu'elle traitait de nombreux aspects, donc que ce soit politiques, économiques, sociaux, administratifs ou religieux. On a vu à l'échelle d'un temple quel intérêt cela pouvait avoir pour une meilleure compréhension de celui-ci, mais surtout sur les personnes qui gravitaient autour. Il y en a beaucoup qui sont mentionnées, qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs. Ça peut être des préposés au temple, donc avec la liste d'esclaves, enfin pas d'esclaves, mais on appelle ça esclaves, mais c'est plutôt des personnes allouées au temple. On a la femme du palais royal, etc. Et on a aussi des toponymes qui sont très intéressants, notamment pour faire des cartes, comme je vous ai montré. On a une volonté, clairement, dans les inscriptions de mettre sur pierre ces ordres ou indications royales ou éloges. C'est clairement indiqué dans l'épigraphie. Souvent, à la fin, on a des choses comme ceci, donc ériger une borne pour conserver ce discours. Ça nous apporte donc le témoignage d'une société et nous renseigne entre autres sur les êtres d'exception qui ont dit par exemple ces discours. D'ailleurs, ces inscriptions, j'ai repris ici une citation que j'aime bien, Éric Bourdonneau, qui est chercheur donc, qui travaille à l'EFEO de Simriap, qui nous dit que les inscriptions étaient gravées avant tout pour créer un lien entre le texte qu'elles reçoivent et tous ceux, hommes ou dieux, auxquels elles sont données à voir sinon à lire. Je trouve que ça résume assez bien.
Donc on voit d'ailleurs la grande place accordée plutôt à l'oral dans les inscriptions. C'est une idée de transmission en plus des discours qui seront lus par les générations futures. Derrière ces inscriptions, qui les érigeait, qui les gravait surtout, en fait on a très peu d'informations à ce sujet. On a parfois des inscriptions qui sont signées, mais la différence, une dichotomie entre celui qui crée l'inscription et celui qui grave est très mince, et on n'a pas moyen de savoir si les signatures sont en fait celui qui a gravé dans la pierre ou celui qui a créé, composé dans sa tête l'inscription. Et même si je ne parle que des inscriptions, il ne faut pas oublier que ces études sont avant tout pluridisciplinaires et que pour être le plus exhaustif possible, il faut s'intéresser à plein d'autres disciplines comme l'archéologie, ça peut être aussi l'histoire de l'art, l'architecture, la langue du pays bien évidemment, les annales chinoises, la botanique qui m'a servi de nombreuses reprises, ou encore l'ethnologie, voire l'ethnolinguistique. Je prends par exemple les travaux d'une chercheuse nommée Marie-Alexandrine Martin, qui a séjourné dans les villages donc du massif des Cardamomes, qui est ici. Et dans son ouvrage, elle témoigne de ce qu'elle a vécu, et elle a constaté, notamment au niveau point de vue linguistique, qu'il y a certains mots qui ressemblent fortement au parler khmer moyen, donc vers 16e, 17e siècle, mais aussi qu'il y a un système administratif qui se retrouve qu'on retrouve d'ailleurs dans les inscriptions dès le 6e siècle, la notion de sluk, village communément traduit par ça, et qu'ils utilisent toujours comme cela lorsqu'ils désignent par exemple d'autres villages, alors qu'aujourd'hui ce mot-là, qui est maintenant devenu srok en khmer moderne, ce mot-là désigne le pays en général et plus cette notion de village ou de commune. Donc je finirai sur le fait que le champ de recherche qu'est l'épigraphie croisée avec d'autres disciplines offre donc un fort potentiel de découverte pouvant éclairer notre compréhension de la société khmer et des individus qui la composaient. Et merci. Si vous connaissez le nom de votre directeur, toutes les deux, d'études, vous me le communiquez, parce que vu la qualité de ces étudiants, je crois parler de la qualité du professeur, là. Je suis impressionné. Hein. Voilà, j'ai plein de remarques à faire, donc je vais les faire après. Et je vais donner la parole avant. Si quelqu'un a des questions, moi j'ai des remarques à faire et des questions en plus pour vous, que j'ai voulu vous faire des remarques, parce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser aussi, d'ailleurs avec de l'ethno. Hein, Y a-t-il des questions? Non? Bon alors. Ça tombe bien. Alors en ce qui concerne, je commence par la fin, le rapport entre l'ethnologie moderne, vous avez cité Marie-Alexandrine Martin, c'est sa thèse d'état sur les sambrés, les pierres des cardamomes. Effectivement, alors il y a l'article de Jean Boulbet paru, je crois que c'est dans la revue Art Asiatique, je vous la communique, je l'ai en scan, de 1968, c'est Boudi et Apsara. C'est la première fois qu'un ethnologue fait une comparaison entre les photos qu'il a prises des Boudis, c'est un groupe ethnique apparenté aux Mnong, des proto-indo-chinois, où ils sont en mini-jupe, les femmes, et les hommes en chignon, en 68, vivants, hein, et les bas-reliefs d'Angkor, c'est les mêmes silhouettes, exactement les mêmes habits, c'est exactement les mêmes en fait. Et quand on parle de la légende du Kambuja qui épouse Mera, dont on ne sait pas en Inde qui sait trop, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend parler, y compris chez les Jawi du sud de la Thaïlande, de l'indianisation, où il y a un aventurier, un noble, un militaire, un cadet qui part à l'aventure, un explorateur indien ou venu d'Inde qui épouse une fille locale et qui crée une dynastie en fait à terme. Il y a aussi en ce qui concerne aussi la place accordée à l'oral. Alors je signale une anecdote importante qui est Alain Testard, donc considéré par beaucoup de gens comme
un des plus grands anthropologues du 20e et du 21e siècle, qui est mort récemment en 2013. Je l'avais invité à Phnom Penh en 2005 pour une conférence, et on était allés ensemble visiter Angkor. Et alors, c'est la première fois, c'était son rêve de gosse, d'ailleurs, il était heureux comme tout, et on se promène dans Angkor, et il regarde, parce qu'il avait regardé, il connaissait bien par les livres, par les publications, et il me montre des bas-reliefs. Alors, il faut dire qu'en Asie Sud-Est, surtout les bas-reliefs, il y a des répétitions dans les scènes des bas-reliefs, un peu comme en Égypte, vous savez, bon, enfin, je parle pour les néophytes, et puis les répétitions dans les formules que vous avez très bien rappelées. Or, pour lui, immédiatement, il m'a dit, ce sont les formules orales. C'est des répétitions de l'oralité. C'est-à-dire que c'est comme les récitants dans les rituels. En Asie du Sud-Est, dans pratiquement toutes les sociétés, ils répètent, ils cantent, ils les invoquent en répétant. Et en fait, pour lui, c'est comme si c'était un écho de la voix des officiants qui sont sur les murs. Il faut le voir oralement, il faut le lire comme un son, en fait. Donc ouais, je vois si ça. Je pense que c'était très pertinent ce qu'il disait là. Voilà, ça c'est pour les invocations. Et puis alors dans la stèle 1354, la dernière petite la stèle K1354 en B3, vous avez signalé. Alors voilà, les serviteurs sont rattachés à Knyum. C'est le jeu usuel actuel moderne khmer. Alors Michel Anthelme dans son dictionnaire avec Sopianout reprend le terme, et la première fois, parce que il a dit, mais aujourd'hui on utilise Knyum que jeu, etc. En fait, ça veut bien dire esclave à l'origine, sujet du roi, esclave, et c'est la chose est la même chose dans toutes les langues d'Asie Sud-Est. Même Saya Wilkinson le rappelle, ça veut dire esclave, etc. Or, dans votre précédente communication, cher maître, j'ai oublié de signaler, vous avez sur la partie est, Java Est, à la fin, là, les derniers sites, vous avez montré une stèle où il y avait une espèce de damnation. Ceux qui jouent au jeu d'argent marine, c'était quelle stèle, vont partir dans les enfers, je sais pas quoi, ils vont avoir des mots terribles, je sais pas quoi, ils vont payer, comment c'était? Ceux qui jouent à des jeux d'argent deviendront des serviteurs ainsi que leurs petits-enfants. Voilà. Esclavage pour dette. Alain Testard, alors ça, j'ai plein de docs sur ça, rappelle que l'esclavage pour dette est absolument prégnant en Asie du Sud-Est, surtout dans la partie hindouisée, que l'esclavage d'État n'existe pas, enfin très peu, est combattu en Chine et dans le monde sinisé et Vietnam, qu'il existe évidemment sur le plan factuel, mais pas étatique, mais quand tout ce qui est hindouisé, oui, puisque les derniers esclaves d'État au Cambodge étaient supprimés en 1877 par les ordonnances royales, enfin sous l'autorité de Thompson, le gouverneur, et Alain Testard rappelle que c'est un fléau. D'ailleurs, c'est interdit encore de jouer d'argent aujourd'hui dans tous ces pays. C'est interdit. Bon, c'est pas évidemment tout le monde triche. Bon. C'est comme ici, quand on dit on n'a pas le droit. En Asie, c'est plus cher. Mais c'est interdit. Et quand on tombait dans le jeu et qu'on peut pas rembourser, tac, on tombe dans l'esclavage. Or, Knyum, c'est l'esclave, et 90% de l'esclavage en Asie du Sud-Est, ancien et moderne, c'est d'abord l'esclavage, évidemment, pour d'être l'esclavage interne. Donc, les travaux d'Alain Testard sur ces questions-là me paraissent, notamment l'article publié en 2000 dans Mousson sur l'esclavage en Asie. Mais vous connaissez déjà? Oui. Non, j'ai jamais lu. Ah ben je vous l'envoie. Et d'autres travaux que je vous tracerai, parce que j'ai tout tracé déjà. J'ai fait la compile sur ces questions-là. Oui. C'est très important, je crois. Et on l'a rappelé récemment dans le colloque d'Alain Testard sur la question de l'esclavage, parce que c'est très très lié aux relations politiques et aux relations sociales, et qui sont très bien décrites qu'on retrouve dans les extraits que vous avez montrés. C'est extraordinaire, quoi. C'est une mine d'or. Qui a traduit la pierre, la dernière, celle qui est en photo, là? Celle-ci? Voilà. Du coup, j'ai été aidée par Monsieur Griffiths et d'autres chercheurs. Mais vous êtes aussi sur le coup? Oui. Ouais. Master 2. Excusez-moi. Voilà. Bon, moi, je suis époustouflé. Voilà. Y a-t-il des questions?
On a le droit aux questions naïves, c'est les plus intéressantes d'ailleurs. Bonjour, tout d'abord merci pour votre superbe et très intéressant exposé. Enfin, je m'appelle Luc Dussuzeau, je suis en M1 en ethnologie. J'avais juste une petite question, enfin, si vous pouviez revenir sur le mythe de Kambu et de Mera. Oui. J'ai vu sur la photo de droite que vous aviez marqué Aspara. Voilà. Apsara. Ouais, Apsara. Et du coup, je sais à quoi que ça correspond, si vous pouvez juste revenir. En fait, ce sont des nymphes célestes qui sont très régulièrement représentées dans les temples. C'est un peu des divinités féminines. Comment expliquer ça? C'est à la fois très facile et très compliqué à expliquer. C'est à la fois des divinités féminines et à la fois probablement des prostituées sacrées. Voilà, qui étaient associées en tout cas au roi. À la cour du roi. Mais en tout cas, dans les temples, généralement, les apsaras sont représentées à peu près partout, dans différentes postures. Là, elle est en train de danser, mais ça peut être elle peut être toute droite, avec les cheveux qui changent, les attributs qui changent, sont des figures. Et alors, un autre point que vous avez souligné tous les trois, les stèles. Donc, au début de votre intervention, vous avez rappelé l'importance du bornage. Oui. Alors, moi, j'ai lu, évidemment, les travaux de Madeleine Giteau, le bornage rituel des temples au Cambodge, qui est une merveille, et les travaux plus récents d'un indépendant, Christophe, je ne me rappelle plus, qui travaille sur la Birmanie, la Thaïlande, sur les Seima. Christophe Munier. Je suis en relation avec lui, il a arrêté, plus ou moins, il est écœuré par le milieu de la recherche, enfin, il est un peu, bon, il est normal, quoi. Et donc, ces stèles, j'ai lu tout ce qu'il y avait, enfin, il n'y a pas grand chose d'ailleurs, mais on s'aperçoit que ça, apparemment, c'est pré-encorien, enfin, l'origine, ce serait Devarati ou je sais pas quoi, ça commence dans le nord, Birmanie, Thaïlande, d'après Munier, d'après Madeleine Giteau, et ce serait un culte mégalithique à l'origine. Donc le bornage, en tout cas, le bornage des Sema tel qu'il est décrit, parce qu'il est repris par les bouddhistes évidemment, et aussi magique dont vous parliez tout à l'heure de la conférence de la première partie des mandalas, le cercle rituel qu'on retrouve dans le Ramayana, etc., les pentacles, tout ça. Et en fait, c'est un bornage, juridique, c'est un bornage territorial, mais c'est aussi un bornage magique de protection et de propitiation. Et donc, on borne les temples et on bornait autrefois les terres de l'Empire et les terres du Royaume Khmer. Vous avez montré, c'est vous, Chloé, qui avez montré je crois, la première diapo. On voit l'Empire Khmer. Oui. Non, c'était vous, hein. Oui, ok. C'était voilà, juste au tout là. début, voilà, qui monte jusqu'à peu près au Laos actuel maintenant, en Chine, quoi. Mais il y a des bornes là, il y avait des bornes. À Champasak, j'en ai vu beaucoup cet été, des Seima et aussi des bornes rituelles autour notamment des espaces bouddhiques. Il y en avait énormément. Mais en tout cas, c'était plus au niveau bouddhique, celle que j'ai vue. Et ce serait d'origine Mon, en fait, d'après, ce que j'ai lu, mais je sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire les populations de cette partie de la Thaïlande, Birmanie actuelle, et qui seraient pas vraiment khmer, qui seraient les plus premières touchées par le bouddhisme quand il est arrivé, non, c'est ça? Enfin, je mélange peut-être des choses. C'est complexe, mais c'est très intéressant, c'est un peu mystérieux. Et vous avez des éléments sur les bornes, parce qu'elles sont toutes gravées, sur les Sema, vous avez des inscriptions, vous avez, non? Celle-là, je crois que ça existe en Islam. Oui, il y en a aussi. Alors, celle que j'ai vue n'était pas, mais je ne me connais pas. On borne encore les temples, par exemple celui où il y a des bornes, il y avait des... autour du Planepla certainement, mais en tout cas, sur la colline, il n'y a rien. Enfin, ou alors elles ne sont pas visibles sous terre, je ne sais pas, mais il n'y a pas actuellement. Oh, ça... Peut-être autour de la colline, il devait y avoir des rivières autour et elles ont été délimitées très probablement par des bornes, mais là, en tout cas, il faudrait que j'aille faire une prospection autour de la colline. Mademoiselle, une question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Émile Tullio, Master 2 en sciences sociales. J'étais curieuse
concernant votre maîtrise de la langue ancienne ou de la discipline de l'épigraphie, est-ce que vous pourriez parler un peu de votre parcours et des langues que vous connaissez ou maîtrisez? Alors, du coup, mon parcours, j'ai débuté, donc j'ai fait une licence d'archéologie ici à Strasbourg, tout en faisant du sanskrit. Il y a une chaire d'histoire des religions où il y a des enseignements de sanskrit dispensés. Je suis arrivée l'année dernière à Paris pour débuter un master 1 à l'école pratique des études en spécialité études asiatiques. En parallèle, je fais une licence de sanskrit à Paris 3 à la Sorbonne, et en parallèle, je suis à l'INALCO pour apprendre le khmer. Et du coup, en parallèle, j'apprends le vieux khmer par moi-même parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur le vieux khmer. Donc c'est simplement en regardant ce qui a déjà été publié, en comparant avec les instants pages, essayer de lire, essayer de traduire par soi-même. Du coup, pour l'instant, je me limite à ça, mais à terme, j'aimerais bien prolonger avec d'autres langues. Un petit peu de vieux javanais aussi. Vous avez commencé toutes les deux d'ailleurs, le vieux javanais. Oui, C'est Marine la spécialiste plutôt. j'ai commencé le vieux javanais il y a 2 ou 3 ans, peut-être plus 3 ans. Qui est le maître? Plus que 2 ans, et dans un stage de vieux javanais en Indonésie, directement, qui était organisé par Arlo Griffiths, et qui enseignait à SVA. Avec un autre chercheur philologue de Leiden, non, il n'est pas d'un institut néerlandais qui s'appelle Willem van der Molen. Très bien ce stage. Pour faire du vieux javanais, c'est possible à Paris depuis quelques années, avec Monsieur Arlo. Et combien de temps avant d'être à l'aise dans ces Comment langues mortes et vivantes? Sanskrit, je dirais bien 10 ans au moins, parce que c'est très compliqué. C'est très intéressant, c'est vraiment passionnant, mais c'est aussi une langue, faut pas oublier, qui est assez complexe, avec beaucoup de syntaxe, grammaire. Mais vieux khmer, j'espère le plus rapidement possible. Le khmer aussi moderne, donc il faudrait pratiquer sur le terrain. Parce que le truc, c'est que le sanskrit, ça existe. Il y a une littérature qui Le micro, Arlo. Ouais. Une littérature qui couvre 2000 ans dans énormément de genres différents, tandis que pour le vieux khmer, la seule chose qu'on a sont ces inscriptions qui sont malgré tout assez limitées dans le champ de choses qu'elles veulent exprimer. Donc on peut assez facilement, on lit 2 ou 3 inscriptions qui ont été bien publiées, bien traduites, et on commence déjà à reconnaître du vocabulaire. Tandis que pour le sanskrit, oui, donc là il faut vraiment. C'est un travail de longue haleine. Ouais. Voilà. Madame. Oui. J'étais curieuse de savoir. Ah, j'ai vu. Présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-moi. Marie-Claude Mayas. Marie-Claude Mayas, directrice d'études à l'EHESS, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde et ethnologue. Et de passage à Strasbourg. Passage à Strasbourg. J'étais curieuse de savoir. J'ai vu plusieurs fois le terme de rizière. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le mot et est-ce que ça ne présente la traduction ne présente aucune difficulté? Non, c'est un terme qui est bien connu en vieux khmer. Il désignait du coup un espace consacré à la culture du riz, forcément, et qui fait souvent l'objet dans les inscriptions de transactions entre particuliers ou de donations au temple. Après, c'est difficile de savoir exactement. Par exemple, les techniques agricoles anciennes, je ne connais pas. Le terme sanskrit, malheureusement, je l'ai pas en tête. Oui, c'est ça. C'est pas femme, serait. Ça, c'est dans le modèle. D'accord, donc voilà. Et non, du coup, ça pose pas de difficulté de traduction pour ce terme-là. Et le terme, quelle est l'origine du terme? Ah, ça, je sais pas, je suis désolée. Et alors, là, il y a une autre. Quand vous avez parlé de l'origine du mot cambodgien, Oui. Kampuchea, la ça, c'est descendance de sanskrit. Kampu. Et il y a une autre théorie, celle de Michel Antelme, qui a publié ça dans le bulletin de l'INALCO, qui est extraordinaire. Il dit, en khmer, on dit nous, c'est khner, et ceux qui font l'essar, c'est qui la culture de riz sèche par les proto-indo-chinois, qui en fait postérieure à la rizière humide, mais bon, qui se dit mir, comme en Mnongar, mir, etc., comme en Tiaoma, etc.
Donc c'est Khmer Mia, Khmer, les gens qui font le riz. Donc oui. le riz, il vient pas de Chine, hein, c'est sûr. Il vient plus de chez vous, enfin pas d'Alsace, je veux dire de Après, pour revenir juste sur l'origine du terme, c'est potentiellement Mon, ou enfin, en tout cas pas forcément du sanskrit, parce que pour exprimer certains éléments, en vieux khmer, on retrouve des termes sanscrits. Alors une fois qu'ils sont dans la partie vieux khmer, syntaxiquement parlant, ça devient des mots presque vieux khmer, et ils sont traités comme tels. Il y a beaucoup de mots, du coup, même aujourd'hui encore, dont la racine est sanscrite dans le khmer moderne, rien que pour dire merci. Alors, kun, ça vient de guna, qui veut dire qualité, oui, qui veut dire qualité en sanskrit. Donc voilà, c'est potentiellement mon, mais ça peut. Après, je suis pas vraiment encore calée sur le sujet. Si, maintenant, si. Vous êtes experte un peu là, par rapport à nous, là. Bon, il reste à applaudir ces deux jeunes femmes et leur maître.